L'Afrique, c'est pas seulement chez vous, il faut comprendre l'Afrique de son entièreté pour vraiment comprendre dans quelle direction on va. Ce qui se passera chez vous, évidemment, ne vous en faites pas, ça va beaucoup pas voir à ce qui se passe à l'étranger. Je pense qu'il est très essentiel qu'on soit très bien informé sur ce qui se passe sur l'étendue générale de l'Afrique. Alors, au Kenya, le président Ruto, encore une fois, a levé le ton. Il a dit des choses incroyables, très courageuses de sa part, je trouve en tout cas. Dans ses récentes sorties, le président Kenya a dit des choses, des vérités qui dérangent. Mais avant d'y arriver, on va d'abord écouter très rapidement et faire un commentaire juste après. How is US dollars part of the trade between Djibouti and Kenya? Why? The global system is rigged against African progress. It is our role, members, honorable members, it is our role to persistently bring to the attention of the world the importance of abandoning a fundamentally unjust global financial system and the prejudicial biases and attitudes that underpin it, not solely for Africa's sake, but to avert the collective peril of humanity. As African leaders, we have to canvass this agenda at every available opportunity in every forum. African integration will require freer movement of people and goods, which in turn call for better infrastructure and better connectivity. Yet the soul of free trade is the medium of exchange. The barriers to easy payments and settlements across borders within our continent are simply unsustainable. Let me give you an example. Traders from Djibouti selling to Kenya, or traders from Kenya selling to Djibouti, have to look for US dollars. How is US dollars part of the trade between Djibouti and Kenya? Why? Alors, ce qu'on remarque ici est très clair. Le président kenyan fait allusion aux transactions qui se passent entre pays et pays. C'est-à-dire, le pays Kenya, par exemple, qui veut faire des transactions ou acheter des biens ou des échanges de services avec le pays Djibouti est impérativement obligé de le faire à travers le dollar. C'est-à-dire, avec son argent, le Kenyan shilling, il est d'abord obligé de le transformer ou de l'échanger en dollars pour ensuite acheter ce qu'il a acheté de Djibouti ou acheter de l'Ouganda et ailleurs. Pays Afrique du Sud pour faire ces transactions, par exemple avec la Zambie, est d'abord obligé de changer son argent de rand en dollars américains pour ensuite faire son achat. Ainsi de suite. Alors il dit pourquoi? Comment est-ce que vous justifiez ça en 2023? Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que les États-Unis ou le dollar a à voir avec la transaction que vous faites en vous? Ça n'a aucun sens. Alors la raison principale pour laquelle les États-Unis a toujours été fort dans ce cas-là, c'est-à-dire sur le plan monétaire, le dollar, c'est parce que après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, en tout cas le dollar américain, a été élu comme world currency, c'est-à-dire la devise du monde. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est une forme d'impérialisme. Beaucoup de pays africains et ailleurs dans le monde sont obligés de passer à travers le dollar pour faire leurs transactions. Alors pour ça, qu'est-ce qu'ils proposent? Ils proposent un système nouveau au nom de PAPS, un système africain qui permettra aux pays africains de faire leurs transactions et leurs échanges sans nécessairement passer par le dollar. Ça s'appelle PAPS, le système panafricain de paiement et de règlement. C'est une infrastructure de marché financier transfrontalier permettant la transaction des pays à travers l'Afrique. Une technologie de pointe reliant des banques africaines, des prestataires de services de paiement et d'autres intermédiaires de marché financier permettant des paiements instantanés et sécurisés entre les pays africains. Voilà. Donc il ne vient pas seulement se plaindre en disant on a un problème, il faudrait trouver une solution. Mais il propose aussi une solution. PAPS, c'est déjà instauré. Ce sont les infrastructures déjà situées, déjà utilisées par certains pays africains. Désormais, débarrassons-nous de cette histoire du dollar parce qu'en réalité, il y a toujours des intermédiaires. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Vous faites un paiement international à travers les systèmes monétaires internationaux. Qu'est-ce qui se passe? On coupe les pourcentages intermédiaires. Même le simple fait d'avoir un compte bancaire à la fin du mois, on vous coupe quelque chose. Pour ceux qui ont des cartes bancaires, quand vous faites vos transactions, vous retirez de l'argent ou un paiement, peu importe qui coûte $100, on vous coupe un petit $5. Maintenant, pour éviter ça,
comme le dit le président Ruto. Pourquoi on doit devoir avoir ça? Ce n'est pas important. Pour éviter ça, on va utiliser PAPS, qui est un système africain qui permettra à ce que les Africains font leurs transactions et leurs échanges sans nécessairement inclure quelconque intermédiaire. Alors, on dit PAPS est un paiement instantané effectué par des donneurs d'ordre aux bénéficiaires dans leur devise locale. Donc, plus besoin d'aller vers le dollar, où qu'il se trouve en Afrique. Simplifiant les complexités de coûts historiques des paiements transfrontaliers africains, offrant une efficacité opérationnelle qui ouvre des vastes opportunités économiques pour toutes les parties prenantes. Donc, tout le monde en bénéficie. Plus besoin d'aller chercher des intermédiaires étrangers, aller chercher des intermédiaires en Occident pour utiliser leur infrastructure. Nous avons désormais PAPS, qui est déjà utilisé dans beaucoup de banques déjà en Afrique d'ailleurs. Par ici, nous avons la Banque de Ghana, qui est déjà inscrite chez PAPS. Il y a Central Bank of Gambia, déjà inscrit sur PAPS. Central Bank of Liberia, Central Bank of Nigeria. Nous avons Banque de la République de Guinée, Banque de Sierra Leone, qui sont déjà implémentés et placés dans PAPS. C'est clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardons dans le passé pour trouver des réponses. Qui a osé faire un truc très similaire dans le passé? Vous y pensez déjà? Évidemment. Mohamed Kadhafi. Mohamed Kadhafi, à l'époque, a déclaré qu'il fallait désormais que les Africains se séparent de ce qui était occidental sur le plan monétaire. Après avoir remarqué qu'il y avait beaucoup trop d'abus, beaucoup trop de pression. C'est-à-dire, désormais, vous faites quoi que ce soit, on n'aime pas en Occident, sanctions. Vous ne ferez plus usage de nos systèmes, de notre infrastructure monétaire. Kadhafi a dit désormais, nous sommes d'ailleurs les plus riches. Nous avons tout ce qu'il y a comme minéraux, nous avons tout ce qu'il y a comme éléments essentiels pour la technologie aujourd'hui. Désormais, on fera nos transactions africaines en usant du dinar basé sur l'or. Évidemment, le dinar aurait déversé, aurait justement transformé l'infrastructure globale sur le plan financier. C'est-à-dire les pays censés être riches aujourd'hui seraient devenus directement pauvres, pendant que l'Afrique serait devenue le continent le plus riche. Donc, il était inacceptable que l'Europe et l'Occident, les États-Unis en général, acceptent que le dinar soit implémenté. Et c'est juste après. En fait, Kadhafi n'a pas commencé à faire du bruit maintenant. Il a commencé à faire le bruit très longtemps. Mais c'était simplement à partir du moment où il a parlé du dinar. Les Africains devraient échanger avec de l'or. Ok, plus besoin d'utiliser des papiers. C'est à partir de là qu'on a dit non, ce monsieur va nous crambouler, il va chambouler tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a implémenté, il va transformer la donne. Et c'est à partir de là qu'on a inventé les histoires selon lesquelles il était tout ça, dictateur qui ne prenait pas soin de son peuple. On se pose la question de savoir aujourd'hui comment était le peuple libyen à l'époque de Kadhafi par rapport à ce qui est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est de la Libye aujourd'hui? C'est mort, c'est complètement détruit. Il n'y a plus rien. Parce que l'objectif, évidemment, ce n'était pas de sauver le peuple libyen qui bénéficiait de beaucoup de choses d'ailleurs à l'époque avec Kadhafi. Pour n'énumérer que les 5 000 $ que chaque femme recevait après la naissance de son enfant. Les appartements gratuits à 45 000 $ pour chaque couple qui se mariait. Les infrastructures, la facilité de commencer des business et de recevoir des terrains, de l'agriculture que beaucoup de personnes bénéficiaient. On l'a accusé de tout ce qu'il y avait comme histoire. Finalement, c'était pour justement tuer ce projet de dinar, ce projet interafricain qui aurait permis aux Africains de s'élever à un niveau international. Maintenant, le dollar américain est devenu dollar américain parce que après la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, on a établi les États-Unis comme un pays stable et sa monnaie comme la devise du monde global. Ensuite, dans les années 70, le président Nixon est parti en Arabie Saoudite, négociant avec le roi de l'Arabie Saoudite à l'époque, disant ok, si vous nous faites faveur, en permettant à ce que chaque personne qui vienne acheter votre pétrole le fasse en dollars, on vous protégera contre l'Iran. Parce qu'à l'époque, l'Arabie Saoudite et l'Iran étaient en conflit. L'Arabie Saoudite ayant peur dit ok, il n'y a pas de souci, venez nous protéger, envoyez-nous des armes et on dira que désormais tout pays qui désirait acheter le pétrole chez nous le fera en dollars. C'est à partir de là qu'a commencé ce qu'on appelle le pétrodollar. La valeur du dollar a été égale ou à peu près à la hauteur de la valeur du pétrole. C'est ce qui a gardé le dollar à un niveau standard, à un niveau équilibré dans le monde. La deuxième chose, dans les mêmes années 70, le président Nixon a détaché le dollar américain de l'or. Parce qu'à l'époque, pour chaque dollar possédé un humain aux États-Unis, il en avait un dollar équivalent en or dans la banque. Donc, si tu avais 100 $ dans les mains en papier, c'est-à-dire que tu as la valeur de 100 $ d'or dans la banque. Donc, le dollar en papier n'était que représentatif du montant d'or qu'on avait à la banque. C'était ça la réalité, ok? Mais avec le temps, ils ont dit non, désormais, comme on ne peut pas acheter beaucoup plus qu'on ne possède d'or dans la banque, désormais, on va détacher le dollar de l'or, nous permettant ainsi d'imprimer autant d'argent qu'on désire. Et c'est comme ça que les États-Unis ont commencé à imprimer de l'argent, imprimer de l'argent, imprimer de l'argent. Et cela a fluctué, a créé des inflations, a créé beaucoup de problèmes partout dans le monde. Maintenant, aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de cas, on a vu les États-Unis sanctionner beaucoup de pays parce que ces pays-là refusaient peut-être d'implémenter quelque chose qu'eux ne désirent pas. Ce pays refusait peut-être de faire papa, maman chez eux. Dans le cas du Zimbabwe, où le président Robert Mugabe a décidé de redonner le terrain à sa population, ils ont été sanctionnés. En étant sanctionnés, on vous empêche d'utiliser les infrastructures internationales basées sur le dollar. Et cela, ainsi, vous appauvrit complètement. C'est la même chose qu'on a fait contre la Russie. C'est la même chose qu'on a voulu faire contre la Chine. Mais heureusement, ceux-là sont déjà développés. Ils ont créé leur propre système. Mais on ne peut pas attaquer la Russie ou la Chine parce qu'ils sont forts. Mais les pays comme
La Libye, là c'est facile. Les pays comme le Kenya avec le président Ruto, je sais pas, il faut s'inquiéter maintenant qu'il commence à parler ouvertement, on ne sait pas quel est son avenir, quel est son futur. Alors, le président Ruto a-t-il raison de dire ouvertement assez, assez? Maintenant, on en a assez. On n'a pas besoin du dollar américain pour faire les transactions entre le Djibouti et le Kenya. On n'a pas besoin de dollars pour échanger entre Brazzaville et la Guinée. On n'a pas besoin de dollars pour faire ça. On peut changer, parlons ici des pays qui ont leur propre monnaie, on peut échanger avec notre propre monnaie, notre propre argent, notre propre devise à la maison. Et je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils seront en danger désormais? Why are we bringing dollars in the middle of our trade? This is the question we should be asking ourselves. And in the process, all our business people are stranded. Egypt cannot pay for our tea because they are looking for dollars. We cannot pay for their sugar because we are also looking for dollars. You know? And this is I had a conversation with President Orama of the Afri-Exim Bank, and they have built a mechanism where all our traders can trade in the local currency, and we leave it to the Africa-Exim Bank to settle all the payments in local currency. We do not have to look for dollars. Our businessmen. Le président Ruto a aussi dit qu'il est essentiel d'ouvrir les barrières, c'est-à-dire faciliter les échanges entre populations, promouvoir les interactions entre personnes pour commencer à tuer ces qu'ont créé ces colonisateurs quand ils sont venus en Afrique. From today, it is now possible for you to travel to Nairobi and Kenya without the requirement of a visa. Chez eux, il n'y a pas de barrière, hein. Chez eux, il n'y a pas de besoin de visa. Mais chez nous, curieusement, ils sont venus, ils ont dit, pour quitter l'Afrique du Sud, aller, je sais pas, en Zambie, tu as besoin d'un visa. Pour quitter la Zambie, aller à, je sais pas, au Soudan, tu as besoin d'un visa. Pourtant, chez eux, ils n'ont pas besoin de visa. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, pour promouvoir les interactions entre personnes, le commerce et les investissements, je suis fermement déterminé à éliminer les obstacles imposés par les exigences de visa pour les citoyens djiboutiens voyageant au Kenya, a déclaré le Dr Ruto lors d'un point de presse conjoint avec son hôte. Par conséquent, le Kenya a conclu les procédures nécessaires pour permettre les visites sans visa pour les citoyens du Djibouti au Kenya. Les Djiboutiens ne seront plus tenus de demander des visas en ligne pour visiter le Kenya, comme c'était la tradition. Le Kenya dit vouloir supprimer les barrières d'immigration pour améliorer les échanges avec ses voisins. En février, le Kenya a supprimé les exigences de visa pour l'Érythrée qui borde la Djibouti au sud-est. Donc clairement, le président Ruto veut ouvrir les portes. Et je pense que c'est une façon à lui de montrer aux autres présidents, voilà ce que nous devons faire. Il faut promouvoir l'ouverture, promouvoir la facilité, promouvoir les interactions entre pays. Sortir de cette boîte que vous appelez pays chez vous là, cette boîte qui vous limite sur le plan mental et intellectuel. Sortir de cette boîte pour comprendre que le monde est beaucoup plus élargi que ça. Et je pense que c'est ça. Alors, ce qui est plus important ici pour nous, c'est de savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le président Ruto risque maintenant, avec cette sortie flagrante et dépouillante, risque de subir le sort de Mohamed Kadhafi pour avoir parlé du dinar, en voulant évidemment promouvoir le PAPS qui est le système panafricain de paiement et de règlement? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Toujours un beaucoup de plaisir de savoir ce que vous dites. God bless.